Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'événement qui a enterré la vieille Europe en tant que superpuissance énergétique. Analyser comment un tronçon de tuyaux de 100 mètres dans les forêts de Smolensk a mis fin à 40 ans d'alliance gazière entre la Russie et l'UE. Nous rappeler comment la Pologne a décidé de jouer à la politique de force, a saisi un segment du gazoduc Yamal-Europe et a reçu une réponse que personne n'attendait. Décortiquer l'opération de démantèlement elle-même, découpe au plasma, grue, bouchons et arrêt complet du transit vers la Pologne et l'Allemagne. Suivre pourquoi les bouchons sphériques installés signifient non pas une pause, mais un point de non-retour. Discuter de la panique à Varsovie, de la réunion d'urgence du gouvernement et du choc silencieux des opérateurs ayant vu zéro de pression dans le tuyau. Regarder la réaction de Berlin, un bref entretien du chancelier avec le Kremlin qui n'a abouti à rien, analyser l'explosion des prix du gaz, le bond des cotations sur le TTF et la crise de nerfs des bourses européennes, et surtout, comprendre pourquoi ce n'est pas qu'une simple opération technique de Gazprom, mais le tournant définitif et démonstratif de la Russie, tournant le dos à l'Europe et se tournant vers l'Asie. C'est parti. Tout a commencé, non pas à Moscou ou à Smolensk, mais à Varsovie, où les politiciens ont décidé que le moment était venu pour un Na quote 0A. L'opérateur énergétique public polonais a annoncé la saisie temporaire et la mise sous gestion technique du segment du gazoduc Yamal-Europe passant sur le territoire polonais. Le motif formel était les décrets de sanctions, les décisions de la Cour nationale et la rhétorique sur les intérêts nationaux. En pratique, cela ressemblait à une tentative de simplement s'approprier une infrastructure stratégique appartenant à autrui, construite et payée par la Russie. Varsovie a estimé que Moscou avalerait cela aussi, comme elle avait avalé beaucoup d'autres gestes ces dernières années. Au maximum, une note de protestation, quelques déclarations menaçantes, un peu de rhétorique à la télévision, mais en fait, tout resterait comme avant. Dans les cabinets polonais, on dessinait un scénario idyllique. Nous contrôlons le tuyau, nous dictons les conditions de transit, nous faisons pression sur Moscou, nous recevons des bonus de Bruxelles. Mais il y avait une nuance. Maintenir techniquement ce gazoduc ne pouvait être fait que par celui qui contrôlait l'entrée, c'est-à-dire la Russie. Et à Moscou, on a très rapidement montré ce qu'était Moju, quote 4, nœuds. Avant-hier, Moscou a cessé de se limiter aux avertissements et est passé à l'action pratique. Non pas à l'arrêt temporaire des livraisons, comme cela s'était produit à de nombreuses reprises, mais au démantèlement de fait d'une partie de l'infrastructure qui, pendant des décennies, avait relié la Russie et l'Europe. Dans la région de Smolensk, à quelques kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, a commencé une opération technique sans précédent, ressemblant davantage à une opération militaire. Tôt le matin, sur des chemins de campagne vers le tracé de Yamal-Europe, se sont étirées des colonnes de matériel lourd, des excavatrices ouvraient le sol, mettant à nu le tuyau massif d'environ 1,5 mètre de diamètre. Derrière elles venaient des pose-tubes, des grues de levage, des complexes mobiles de découpe au plasma et des véhicules de service de Gazprom. Le territoire a été complètement bouclé par les forces du service de sécurité propre et des organes de police locaux. Il n'y avait pas de journalistes là-bas, mais les ouvriers filmaient bien sûr tout avec leur téléphone. Dès midi, les premiers enregistrements vidéo sont apparus en ligne. Sur les images, on voit comment le matériel spécial dégage soigneusement le tuyau de la terre, le nettoie du sol, puis des ingénieurs en combinaison de protection se mettent au travail. Des découpeurs au plasma mordent dans l'acier allié, arrachant de brillantes gerbes d'étincelles dans l'air gris de Smolensk. Le bruit du découpeur en action et le grondement des générateurs emplissent le silence forestier, et la caméra fixe un moment qui hier encore semblait impensable pour toute l'Europe. C'est ainsi qu'a été découpé un segment d'environ 100 mètres de tuyaux qui partait en direction de la Biélorussie, puis de la Pologne, et au-delà, vers les consommateurs allemands. Ce fragment encore récemment faisait partie d'un système énergétique continental unifié, et maintenant, il s'était transformé en simple métal. Il a été soulevé par des grues, soigneusement découpé en segments plus pratiques et envoyé à la refonte. L'aire gazière de l'Europe a quitté ce terrain sur des camions remorques ordinaires. Mais le plus important n'était même pas la découpe du tuyau, mais ce qui s'est passé après. À l'emplacement du segment découpé, les ingénieurs ont commencé à installer de massifs bouchons sphériques,
ce qu'on appelle les éléments terminaux d'un gazoduc principal. D'un point de vue ingénierie, c'est une pièce standard qui scelle l'extrémité de la ligne et permet d'exploiter la partie restante du système en toute sécurité. Mais dans ce contexte, ce terme signifiait une chose. Le fonctionnement du gazoduc en direction occidentale était terminé. Contrairement à une simple fermeture de l'alimentation en gaz à une station de compression où il suffit de tourner une vanne, le démantèlement du tuyau et l'installation de bouchons est un geste ayant une signification symbolique et pratique énorme. La Russie n'a pas simplement Niger-Quot 6N, elle a physiquement fermé la voie qui pendant des décennies la reliait à la Pologne et à l'Allemagne. Pour rétablir cette route, il ne suffit plus maintenant de simplement changer d'avis ou de s'entendre. Il faudra une nouvelle construction, de nouveaux investissements, de nouvelles années, et une réalité politique tout à fait différente. Il est important de comprendre, le tuyau se termine maintenant techniquement, non pas à la frontière avec la Pologne, mais profondément dans les forêts de Smolensk. C'est là qu'a été installé le boulon final de toute la branche occidentale. Tout ce qui se passe au-delà de ce boulon, en Biélorussie, en Pologne, en Allemagne, se transforme en ferraille inutile, sans sens ni fonction. Varsovie a juridiquement saisi un objet qui a physiquement cessé d'exister comme partie d'un système fonctionnel. Les premiers messages sur la chute de pression à l'entrée de la zone de transit polonaise sont arrivés dans les centres d'exploitation le matin. La pression à l'entrée en direction de la Pologne, selon les lectures des instruments, est tombée pratiquement à zéro, ce qui a immédiatement suscité des questions du personnel technique. D'abord, on a tenté d'expliquer tout cela par une nouvelle avarie, une panne, peut-être des travaux planifiés du côté russe. Mais une avarie, contrairement au démantèlement d'un tuyau, s'accompagne rarement d'un graphique de baisse parfaitement régulier et d'indicateurs démonstratifs propres. Lorsque les images du démantèlement sont apparues en ligne, il n'y avait plus de doute. Dans les cabinets gouvernementaux polonais, a commencé une véritable confusion difficile à cacher, même derrière des portes closes. Une source médiatique a raconté que le Premier ministre, ayant vu les enregistrements vidéo de la découpe du tuyau et de l'installation des bouchons, était resté silencieux pendant plusieurs minutes sans prononcer un mot. Tout ce sur quoi s'étaient construits les plans politiques de Varsovie, contrôle du transit, levier de pression sur Moscou et Berlin, avait disparu physiquement. Le pays s'est de fait retrouvé privé de l'objet même autour duquel il tentait de construire son indépendance énergétique et son influence. Le gazoduc que Varsovie tentait de prendre sous contrôle n'existait plus comme système unique. Sa terminaison technique se trouvait maintenant loin du territoire polonais, sur la terre souveraine de Russie. Le gambit politique s'est retourné en ce sens que la pièce sur laquelle on misait a été simplement retirée de l'échiquier. Dans ce contexte, la partie russe s'est limitée à une réaction extrêmement laconique et délibérément sèche. Le ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie a publié un court communiqué de presse littéralement de 3 à 4 phrases. Il y était dit que les actions de l'opérateur de transit polonais créaient une menace pour la sécurité du système unifié d'approvisionnement en gaz, et que dans ces conditions, la Russie se réservait le droit de prendre des mesures techniques exhaustives pour prévenir les situations d'urgence. Le porte-parole du président de Russie a complété cela par la formulation de reconfiguration du système de transport de gaz sur le territoire de la Fédération de Russie, soulignant qu'il s'agissait de travaux sur un territoire souverain avec la propriété d'une entreprise russe et non d'une quelconque attaque contre l'Europe. L'accent clé, le manque de fiabilité et l'hostilité du transitaire polonais, ce qui rend l'utilisation ultérieure de cette route économiquement et technologiquement injustifiée. Aucune menace, aucune formulation émotionnelle, seulement un langage technique et une référence à la sécurité. C'est précisément cela qui est devenu pour l'Europe le signal le plus inquiétant. Parce que quand Moscou parle le langage des émotions, il y a une chance de manœuvre. Quand elle parle le langage des Quot 13, cela signifie que la décision est déjà prise et n'est pas sujette à révision. Les marchés énergétiques ont réagi instantanément et de manière prévisible. Les nouvelles du démantèlement d'un segment de Yamal Europe en quelques heures se sont propagées sur tous les fils, des publications énergétiques spécialisées aux chaînes économiques générales. Sur le hub néerlandais TTF, qui est le principal indicateur des prix du gaz en Europe, a commencé une véritable hystérie. Les contrats à terme sur le gaz ont bondi de plus de 45% en une seule journée de bourse. Les cotations ont dépassé le seuil psychologiquement important de $800 pour 1000 mètres cubes,
ce que personne ne s'attendait plus à voir dans une Europe stable. Les traders en panique fermaient certaines positions, en ouvraient d'autres, tentant tant bien que mal de saisir la nouvelle réalité. Les terminaux boursiers affichèrent des graphiques qui n'allaient pas en courbe lisse, mais en ligne presque verticale vers le haut. Les marchés boursiers ont réagi de manière tout aussi douloureuse. Les actions des sociétés énergétiques ayant accès à des approvisionnements alternatifs se sont envolées. Les titres de l'industrie énergivore, acier, chimie, automobile, sont allés vers le bas. Les investisseurs ont commencé à intégrer dans leur modèle une nouvelle hypothèse fondamentale. Le gaz bon marché pour l'Europe n'était pas terminé, Chine quote 15A, mais en substance pour toujours. Si pour la Pologne c'est un coup porté aux ambitions, pour l'Allemagne, c'est un coup au cœur de l'industrie. Selon différentes estimations, jusqu'à un tiers des besoins du secteur industriel allemand étaient couverts précisément grâce à la route Yamal-Europe. Ce n'était pas que des volumes, c'était la base structurelle de tout le modèle d'affaires du Discount Quote 16 des dernières décennies. Le chancelier d'Allemagne a immédiatement initié un entretien téléphonique avec le président de Russie. L'entretien a eu lieu, mais en substance n'a abouti à rien. Moscou a poliment mais clairement fait comprendre: la question concerne la reconfiguration interne du système de transport de gaz de la Russie dans des conditions d'action hostiles de pays de transit. Aucune promesse de Prachan, quote 17, quote 18, quote 19 n'a été prononcée. Pour Berlin, cela signifiait une chose: l'ancien modèle n'existe plus. Le gaz russe bon marché et prévisible arrivant par le tuyau à travers la Pologne s'est transformé en page de manuel d'histoire. Devant du GNL coûteux, la concurrence avec les marchés asiatiques pour chaque tanker, la hausse du coût de revient des produits et la perte d'avantages compétitifs face aux États-Unis et à l'Asie. Si au niveau des élites résonnent les mots stratégie, sanctions, souveraineté, au niveau des gens ordinaires, le tableau est bien plus simple et plus dur. Immédiatement après les informations sur d'éventuelles interruptions d'approvisionnement en gaz, dans les villes polonaises a commencé un engouement inattendu mais compréhensible. Les gens ne sont pas allés aux banques ni aux manifestations, mais dans les magasins de bricolage. Les magasins ont enregistré un pic brutal de demande pour les bouteilles de gaz, les générateurs électriques et diesel, les radiateurs portables, les panneaux infrarouges. Les gens achetaient tout ce qui pouvait au moins donner de la chaleur en cas d'interruption ou de flambée des tarifs. La mémoire des précédentes crises énergétiques s'est révélée très vivace. Le gouvernement polonais tentait de rassurer la population en parlant de stocks dans les réservoirs souterrains et de routes alternatives d'approvisionnement. Mais pour les gens simples, la phrase « GG, quote 23 A1 » sonne faiblement quand les informations montrent comment votre principale route gazière est découpée en métal. Au final, la panique est devenue non pas politique, mais domestique, et de ce fait encore plus destructrice pour la confiance envers les autorités. À Bruxelles, on a convoqué en urgence le Conseil des ministres de l'énergie de l'UE. À l'ordre du jour, une question principale: que faire de la situation autour de Yamal Europe? Mais au fil de la discussion, il est devenu clair que le champ de manœuvre juridique était presque nul. La Russie effectue des travaux techniques sur son territoire, avec une infrastructure lui appartenant. Elle n'exproprie rien, ne viole pas d'obligation de transit. Le transit avait déjà de facto été arrêté auparavant. Il n'existe aucun traité international interdisant directement le démantèlement de son propre tuyau. C'est comme démolir sa propre maison sur son propre terrain. Cela peut être stupide, cela peut être coûteux, mais ce n'est pas illégal. Les juristes de l'UE ont honnêtement reconnu: formellement, il n'y a pas de violation du droit international. Les options de BNCH Quote 24 se résument au même ensemble de sanctions qui est déjà appliqué pratiquement au maximum. Sanctionner Gazprom encore une fois, bloquer ce qui est déjà bloqué, introduire des restrictions personnelles symboliques contre les ingénieurs qui ont découpé le tuyau, cela ne change pas le fond. Ainsi, l'Europe s'est pour la première fois heurtée à une situation où son principal, Quote 25, le mécanisme de sanction, ne donne aucun effet. On ne peut pas interdire à la Russie de débrancher sa propre prise, même si toute la maison européenne est branchée sur cette prise. Parallèlement à la description du démantèlement et des bouchons, Gazprom a fait une autre déclaration courte,
mais extrêmement importante. La société a annoncé que les capacités et le personnel libérés seraient dirigés vers l'accélération de la construction du gazoduc Force de Sibérie 2 vers la Chine et le développement de l'infrastructure pour les livraisons vers d'autres pays de la région Asie-Pacifique. C'était un signal clair. Le vecteur gazier stratégique pivote de l'Europe vers l'Asie. Si Yamal Europe symbolisait autrefois le lien Quote 26.1, alors Force de Sibérie 2 deviendra le symbole du lien. Quote 27.9. Le gaz qui aurait pu aller à travers la Pologne vers l'Allemagne ira en perspective dans la direction opposée, à travers la Mongolie vers l'Empire du Milieu. Le flux turc et les projets en direction de l'Asie du Sud compléteront ce tableau. Pour l'Europe, cela signifie non seulement la perte de volumes actuels, mais aussi la perte de l'avenir. Même si dans 5 à 7 ans la conjoncture politique changeait soudainement, les tuyaux seront déjà tournés dans l'autre sens. Et le gaz, ce n'est pas un logiciel. On ne peut pas le reloguer d'un client à un autre. Le démantèlement de Yamal Europe symbolise le changement fondamental définitif des priorités de la politique énergétique russe. L'Europe cesse d'être un marché privilégié avec contrat à long terme, volume prévisible et réduction pour fiabilité. À la place, elle se transforme en participant ordinaire du marché spot qui concurrence pour chaque molécule de gaz avec l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient. Auparavant, les entreprises européennes pouvaient planifier leur budget sur des décennies en s'appuyant sur des formules fixes de tarification et des livraisons stables. Maintenant, elles devront vivre en régime de volatilité permanente, où toute déclaration politique, toute tempête, toute avarie peuvent frapper le prix et la disponibilité de la ressource. Cela tue les stratégies industrielles longues et rend tout investissement plus risqué. La Russie, pendant ce temps, obtient la possibilité de manœuvrer plus flexiblement les flux. Au lieu d'un client capricieux, elle a plusieurs directions importantes, en équilibrant lesquelles on peut obtenir de meilleurs prix et conditions politiques. Ce n'est plus l'histoire, beige, quote 29. C'est l'histoire, beige, quote 30 jeu. Le démantèlement physique d'un segment de 100 mètres de Yamal Europe est devenu ce geste qui, mieux que toute déclaration, a montré. L'ère de l'amitié gazière entre la Russie et l'Europe est terminée. Pas gelée, pas mise, quote 32 mais précisément terminée avec des bouchons soudés, du métal refondu et une pression zéro dans les capteurs polonais. La Pologne a tenté de jouer dans la grande partie en saisissant le tuyau sur son territoire et au final s'est retrouvé le bec dans l'eau, avec un morceau de métal mort qui ne pompe plus rien. L'Allemagne a perdu l'une des artères clés alimentant son succès industriel. Bruxelles s'est heurtée à une réalité juridique où les instruments habituels de pression sont inutiles. La Russie, quant à elle, a montré qu'elle était prête non seulement à parler de pivotement vers l'Est, mais à le réaliser avec une meuleuse et un découpeur au plasma sur le fer. Qu'elle était prête à radier des projets d'infrastructure entiers comme ressources politiquement et économiquement épuisées. Et que dans les nouvelles règles du jeu, l'Europe n'est plus le centre du monde, mais l'un des nombreux acheteurs qui a compris trop tard que le tuyau ne lui a jamais appartenu. Et maintenant que les forêts de Smolensk cachent sous elles l'extrémité bouchée d'un tuyau autrefois grandiose, on peut honnêtement dire l'ère gazière de la vieille Europe ne s'est pas terminée dans les salles de négociation, mais dans une fouille sous un découpeur au plasma. Et aucun sommet, aucune résolution ni tweet rageur ne ressoudront ce métal.